Bondoukou abrite depuis hier la 4e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. L'objectif est affiché, maintenir l'agriculture comme moteur de l'économie ivoirienne. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres a achevé sa session extraordinaire. La rencontre a réuni pendant 2 jours à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody les ministres de l'Emploi des pays membres de l'organisation. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Jean-Luc Billon, vient de visiter le chantier du nouveau site devant accueillir les artisans ferrailleurs de la Casse d'Ayamé, situé dans la commune d'Abobo en Doutré. Ce site est bâti sur une superficie de 16 hectares. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal de RTI1 pour vous informer. À suivre également dans cette édition, la page culture. Notre invitée est Santé Iol, chanteuse, auteure, compositeur, interprète. Elle est aussi la fondatrice du premier centre de formation artistique pour non-voyants en Afrique. Pourquoi un centre artistique pour non-voyants? Comment des non-voyants apprennent-ils à chanter, à danser, à faire du théâtre? Notre invitée répondra à toutes ces questions dans quelques instants. Avant la page culture, prenons la direction de Bondoukou qui abrite depuis hier la 4e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. L'objectif est clairement affiché, maintenir l'agriculture comme moteur de l'économie ivoirienne, et ces journées qui se déroulent en présence du président de l'Assemblée nationale ont pour thème croissance démographique et défis de la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Léon Brou est notre envoyé spécial. Exposition de produits agricoles, animaux et halieutiques, puis défilé d'associations et groupements coopératifs, chacun pour présenter la spéculation, objet de son travail. Bondoukou érigé en capitale de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, pas seulement le temps de la valorisation de ces deux secteurs et leurs acteurs, le Zanzan constitue de tout temps l'un des greniers du pays. Nos parents sont avant tout des cultivateurs pour qui l'autosuffisance alimentaire est le premier pas vers la liberté. Ainsi, chaque village, chaque hameau est-il entouré de champs où abondent les cultures d'igname, de taro, de maïs, de manioc, de bananes. 20 000 tonnes respectivement pour l'igname et l'anacade par exemple. La production agricole du Zanzan reflète l'effort national, mais des actions concertées méritent d'être engagées, encore que le pays aspire à l'autosuffisance alimentaire. Solution pour l'AVA, l'Agence de valorisation de l'agriculture, un partenariat avec l'Assemblée nationale. Tous les députés de la nation seront davantage sensibles à la cause du monde rural et en tiendront encore plus compte dans l'élaboration et l'adoption des lois de la République. Cette collaboration est plus que nécessaire, souligne le chef du Parlement. Monsieur le ministre de l'Agriculture, Monsieur le ministre des Ressources animales et halieutiques, je veux ici dire que l'Assemblée nationale soutiendra l'agriculture en Côte d'Ivoire et partant vos départements ministériels pour que dans son rôle et sa mission de votation des lois, l'agriculture soit à l'esprit des députés. Cette séance d'information parlementaire qui se tient à Bondoukou va certainement permettre de dégager les axes de cette collaboration. L'Assemblée nationale pourrait aussi clarifier son appui à l'AVA, à cette rencontre ouverte aux populations. Comment mobiliser les moyens pour accompagner le gouvernement dans la lutte contre le sida et aboutir à une génération sans sida? Cette question était au menu de la rencontre entre le Premier ministre et une délégation du plan d'aide d'urgence à la lutte contre le sida. La délégation était conduite par l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, témoignage Sidonie Davila. Bilan positif et remarquable de la collaboration entre le gouvernement ivoirien et les États-Unis d'Amérique à travers le PEPFAR, plan d'aide d'urgence dans la lutte contre le VIH-Sida. Ces propos sont de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Pour lui, la franche collaboration entre les deux parties est à la base de ces bons résultats. L'objectif de cette audience est de discuter comment on peut arriver à maîtriser l'épidémie, contrôler l'épidémie et arriver à une génération sans sida. Nous sommes très satisfaits de ce partenariat
amicale avec les gouvernements ivoiriens. L'État ivoirien est reconnaissant des efforts consentis par les États-Unis d'Amérique. Monsieur l'ambassadeur remercie donc le gouvernement américain pour l'appui important qu'il nous apporte. Effectivement, depuis 10 ans, je crois que c'est autour d'1,1 milliard de dollars, soit disons que 550 milliards de francs CFA. Le gouvernement américain apporte pour la lutte contre le VIH-Sida au nom de la Côte d'Ivoire. Et les résultats ne sont pas fait attendre, puisqu'on est passé d'une prévalence, je crois, qui était très très forte. Et ces dernières années, on était à 4,7, ensuite on est actuellement à 2,7. Et c'est important, je crois qu'au tout départ, on était autour de 12%. C'est vraiment un effort très important que le gouvernement américain a fait. Et je trouve que pour différentes raisons, donc internes, disons qu'il faut ajuster disons que les financements qui continuent donc d'appuyer la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre invite cependant les autorités ivoiriennes à s'impliquer davantage dans la lutte contre le VIH-Sida avec le concours d'autres bailleurs pour accompagner cette initiative. La mise en place d'un comité ministériel spécial est annoncée pour les jours à venir. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres a achevé sa session extraordinaire. La rencontre a réuni pendant 2 jours à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody les ministres de l'emploi des pays membres de l'organisation. Au menu, la vie de l'institution et le renouvellement des membres du conseil d'administration. Reportage Herman Niamia. L'importance de l'ordre du jour de cette session extraordinaire du CAMPC, le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres a mobilisé 5 ministres de l'emploi des pays membres sur les 6 qui composent l'institution. Il s'est agi à cette session de renouveler les membres du conseil d'administration du CAMPC et de donner de nouvelles orientations pour élever l'institution qui connaît des difficultés de trésorerie. J'ai pris donc cette initiative en accord avec le président du conseil d'administration parce qu'il y avait péril dans la demeure. Et cette réunion de ce matin visait à nous accorder sur l'essentiel du rapport de gestion fait par le directeur général. On a chargé le vice-président de s'intéresser davantage et donner des conseils au directeur général pour que le CAMPC prenne son envol encore. À l'issue des travaux qui ont duré plusieurs heures, c'est le ministre nigérien de la fonction publique et de la réforme administrative qui succède au Togolais Bouraïma Diakbaté Amadou Brim, ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'industrie, qui a présidé le conseil d'administration du CAMPC pendant 2 années. Je pense qu'à travers le programme à court et moyen terme que nous allons concevoir et mettre en œuvre, nous allons trouver des réponses adaptées aux exigences du développement économique et social de nos pays. Le Burkina Faso, l'un des pays membres de l'institution, était représenté par son ministre de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l'Emploi, qui a sa première participation. Nous sommes arrivés au pouvoir il y a à peu près une dizaine de jours. Donc on a un gros chantier à mener sur place. Mais au regard de l'importance, n'est-ce pas, de cette session du conseil d'administration, le gouvernement a bien voulu m'autoriser à venir et participer. À cette session, le directeur général sortant du CAMPC, Jean-Marie Somda, a été reconduit pour un nouveau mandat de 4 ans. L'Agence d'études et de promotion de l'emploi vient d'organiser une rencontre sur le travail décent. Cette rencontre a réuni des experts nationaux et internationaux. Leur objectif, assurer un bon suivi et une bonne évaluation des progrès accomplis concernant le travail décent. Il s'agit également de renforcer les capacités des acteurs du système d'information sur le marché du travail. Les explications de Grace Kando. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a placé la question de l'emploi au centre de ses priorités. Plusieurs séminaires et ateliers sont donc organisés sur le sujet. Des enquêtes d'envergure nationale sont faites en vue de saisir les profils du secteur de l'emploi. Pour ce faire, il faut connaître les indicateurs qui caractérisent le travail décent et leur évolution, d'où cet atelier de validation du profil pays du travail décent. On n'avait pas une bonne lecture de la situation du chômage en Côte d'Ivoire. On parle de chômeur sans véritablement savoir qui est chômeur, qui ne l'est pas, selon les normes internationales. Il fallait donc lancer cette enquête pour pouvoir, avec des indicateurs précis, des indicateurs reconnus et acceptés par donc les instances internationales, et regarder le marché du travail pour distinguer qui travaille et qui ne travaille pas, et surtout pour ceux qui ne travaillent pas, quelles sont les actions qu'il faut mener pour leur permettre d'avoir du travail. Des enquêtes ont été réalisées en 2012
en 2013 aussi, et d'autres enquêtes vont être en cours. Mais je pense que les rapports au niveau de pays sont disponibles et je crois qu'il est important que la population soit informée et qu'il y ait une large diffusion effectivement de ces données qui sont produites et qui sont des données de qualité et qui permettent aux différents utilisateurs de pouvoir les utiliser à des fins. Cet atelier dure 2 jours. À thème, il devrait permettre aux participants d'avoir, entre autres, une meilleure connaissance des statistiques du travail, se familiariser aux concepts et outils du travail décent. L'Afrique fait face à une épidémie, le virus Ebola, et le dernier bilan selon l'OMS dépasse les 6 000 morts. Il faut donc agir et vite pour arrêter l'épidémie. Les actions se multiplient, notamment en Côte d'Ivoire, pour éviter la maladie. Le pays vient d'abriter justement une conférence sur le sujet. Elle a été organisée dans le cadre de la quinzaine internationale de la science et des technologies. Le but, faire le point des connaissances et stratégies de réduction du risque. Ils sont nombreux à négliger Ebola et à faire fi des mesures de prévention. Se serrer les mains, faire des accolades, entre autres gestes, bien qu'interdits par les autorités ivoiriennes, ne sont pas respectés. Même si la Côte d'Ivoire n'a pour l'instant pas diagnostiqué de cas de virus Ebola, les risques sont élevés du fait de sa proximité avec certains pays touchés. Une conférence donc pour rappeler tous les dangers liés à la fièvre hémorragique à virus Ebola. Conférence animée par professeur Mireille Dosso, directrice de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Pour la conférencière, l'ignorance constitue l'un des facteurs de la propagation du virus. Sans vaccin, poursuit-elle, la vigilance et la prévention demeurent donc des voies de salut. C'était une maladie, on peut dire, négligée. Donc depuis sa découverte en 1976, il n'y a pas eu beaucoup de crédit pour trouver des nouveaux traitements et puis des nouveaux vaccins. Et bon, vu l'ampleur de cette épidémie, il y a eu quand même une mobilisation internationale pour effectivement financer, bien sûr, la prise en charge. Message bien perçu par certains étudiants. Ils décident de le relayer. Moi, en tant qu'étudiant, ce que je peux faire, puisque j'ai fait sur la communication pour le développement, donc pour moi c'est de servir de relais pour transmettre ces informations-là à la population, à ma localité d'abord, à mes pairs et puis à la société ivoirienne. Cette conférence s'est tenue en marge de la 2e édition de la quinzaine de la science et de la technologie, une plateforme de promotion de la recherche scientifique et de l'innovation. Et le reportage de Guy Rogengue s'est commenté pour vous par Konepa Gassoro. Ajoutez que les travaux de cette 2e édition de la quinzaine internationale de la science et de la technologie, dont le thème est l'avenir de la Terre, se poursuivront lundi prochain dans les universités et grandes écoles de Daloa et Korogo. La lutte est aussi engagée contre le sida. Le regroupement des entreprises du secteur du pétrole et du textile vient d'organiser une rencontre à la Bourse du Travail à Trècheville pour sensibiliser les travailleurs. Le reportage de Guillaume Zéré et Serge Gongomé. Malgré la baisse du taux de prévalence, le VIH-Sida reste une menace pour les populations. Aussi, Industry Hall Global Union, c'est-à-dire la Fédération mondiale des travailleurs du domaine du pétrole et du textile, a-t-elle initié cette rencontre. Une rencontre pour sensibiliser tous les travailleurs de ces secteurs. Les objectifs sont réaffirmer les engagements des entreprises dans la lutte contre le VIH-Sida, aider le comité des entreprises à redynamiser les efforts pour atteindre vraiment les objectifs zéro que s'est fixé l'ONU-SIDA. D'habitude, c'est dans les sociétés, chaque société organisée avec l'aide industrielle. Mais cette fois-ci, on a décidé de se regrouper ensemble. Au menu de cette journée qui a réuni plus d'1 millier de participants, une exposition, une projection de films, mais surtout la première conférence multisectorielle sur la santé et l'environnement. 2 conférenciers sont intervenus pour édifier les participants sur les efforts faits et ceux à faire pour tenir les entreprises loin du VIH, SIDA et de certaines pathologies comme le paludisme et le virus d'Ebola. Les responsables d'entreprises étaient aux côtés de la fédération pour cette journée de sensibilisation. Le SIDA est aujourd'hui une maladie de santé publique et
Donc les malades du sida ont besoin de la solidarité de tout le monde pour pouvoir vivre avec cette pandémie. Il est important pour les partenaires que nous sommes de permettre aux collaborateurs et à la population de pouvoir accéder à un certain niveau de sensibilisation. Rappelons qu'en marge des festivités, des séances de dépistage gratuits ont été faites à cette rencontre. Le commandant supérieur de la gendarmerie vient de s'entretenir avec 300 gendarmes. Ces gendarmes auraient manifesté, semble-t-il, selon certains quotidiens parus cette semaine. Mais qu'en est-il exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? Élément de réponse avec notre reporter Hamza Diaby. L'on se souvient encore de cette date du 18 novembre 2014, date à laquelle des militaires ont réclamé et obtenu le paiement d'arriérés de soldes. Récemment, ce sont des gendarmes qui ont rencontré Paul Kofi Kofi, le ministre chargé de la Défense, pour s'enquérir de leur situation. Après cette réunion, plusieurs types d'informations ont circulé. D'aucuns ont même parlé de séquestration du ministre de tutelle. Face à les en cause ont eu à présenter leurs excuses à la hiérarchie. Le commandant supérieur de la gendarmerie, satisfait de la démarche, a quand même rappelé à ses gendarmes les règles de discipline de la maréchaussée. Le gendarme doit inspirer confiance. Et la population, au vu de sa gendarmerie, doit être rassurée. Et quand il y a des informations comme ça qui sont relayées par la presse et qui ne sont pas de nature à apaiser la population, de nature à créer des stress à la population, je pense qu'il faut recadrer la communication de façon à ce que le peuple du Côte d'Ivoire soit rassuré et qu'il sache que la gendarmerie est à leur service. Ces gendarmes sont au nombre de 295. Ils sont issus des accords de Pretoria, confirmés par ceux de Ouagadougou. Ils ont intégré la gendarmerie nationale en 2011 à l'issue de la crise post-électorale. Après une année de formation, c'est en 2012 qu'ils ont été déployés sur le terrain. Fraternité Matin à 50 ans, le quotidien ivoirien célèbre son jubilé. Les festivités ont débuté hier et se poursuivent jusqu'au 9 décembre prochain. Les personnalités qui ont marqué l'histoire des Fraternités Matin ne comptent pas rater ces festivités. Elles ont été approchées par nos reporters. 50 années déjà écoulées, mais les souvenirs sont encore là. Écoutons le témoignage dans ce reportage d'Issaïo et Patricia Omouetia. Le quotidien de service public Fraternité Matin célèbre ses noces d'or. Fraternité Matin demeure un journal de service public. Des témoignages avec des pionniers. Le seul quotidien colonial qui était ici, il s'appelait Abidjan Matin. Nous n'avons pas hérité d'Abidjan Matin. Il se trouvait boulevard de Marseille, très loin d'ici. Nous n'avons pas eu une seule ligne d'archives d'Abidjan Matin. Nous avons créé ce journal entre 4000. Je dois m'arrêter sur un moment de grande satisfaction dans cette maison. C'est la création d'Ivoire Soir, le premier quotidien qui paraissait l'après-midi dans toute l'Afrique francophone. Et le slogan, c'était Ivoire Soir 13h. Si je dois retenir une seule chose, c'est la fête des mères que nous avons organisée le 5 juin 2009 avec Madame Thérèse Houphouët-Boigny, Madame Gbagbo, Madame Ouattara et Madame Bédié. Ce jour-là, nous avons fait signer à toutes ces dames la déclaration que nous avons derrière nous, déclaration des dames de cœur, mères de paix. C'était un appel en faveur de la paix, de la réconciliation en Côte d'Ivoire. Toutes les entreprises qui naissent n'atteignent pas forcément les 50 ans. Donc c'est le lieu de saluer toutes les personnes, toutes les autorités qui ont eu l'initiative et puis les générations qui ont suivi, qui ont eu le souci de sauvegarder le patrimoine mis en place par les pionniers. Conscient que le service public déborde d'énormes potentialités, Fraternité Matin s'est rapidement mis en phase avec l'ambition du président de la République de construire une administration performante au service de l'intérêt général. Voilà, et je rappelle que Fraternité Matin a été créée donc le 9 décembre 1964.
Le 29 novembre dernier, à Niamey, la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, en collaboration avec la CEDEAO, l'UEMOA et les autorités nigérianes, ont lancé l'opération Suivi des cas entre le Niger et la Côte d'Ivoire, une pratique qui apporte une solution aux tracasseries routières et favorise l'intégration des économies de la sous-région. Récit signé Adama Kone. Et de 3 pour l'opération de suivi des cas inter-États de voyageurs. Après la Côte d'Ivoire et le Bénin, c'est le Niger qui fait un pas en faveur de la libre circulation des personnes et des biens selon les textes communautaires ouest-africains. Les autorités nigériennes ont accepté cette opération de facilitation du transport routier entre le Niger et la Côte d'Ivoire via le Burkina Faso. Ce programme vise à assurer la facilitation des échanges et la libre circulation des personnes et des biens grâce à l'élimination des barrières non tarifaires sur les corridors et de parachever l'union douanière tout en rapprochant la région du marché international. C'est pourquoi la Commission de l'UEMOA encourage l'initiative visant au respect des dispositions des textes communautaires. Le suivi des cas consiste à s'assurer de la régularité des pièces des voyageurs et des transporteurs au départ du car. Un scellé est alors posé. Le voyage s'effectue ainsi en toute fluidité jusqu'à destination. L'opération de suivi des cas est soutenue par la police, la gendarmerie, les douanes et les eaux et forêts. C'est une initiative de la Confédération des syndicats des conducteurs routiers de l'Afrique de l'Ouest, CSCRAO. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Jean Le Bihan, vient de visiter le chantier du nouveau site devant accueillir les artisans ferrailleurs de la Casse d'Agamé, située dans la commune d'Abobo, en Dautré. Ce site est bâti sur une superficie de 16 hectares et devrait accueillir plus de 3000 artisans ferrailleurs. Le témoignage de Francis Boifo. Casse d'Agamé, ce sont des artisans inquiets que nous avons trouvés ce jeudi. Ils ont été sommés de déguerpir ce site pour faire place à la construction de la nouvelle gare routière. Destination, la nouvelle Casse de Ndotré dans la commune d'Abobo. On a marchandises des gens ici. Si on veut quitter brusquement, vraiment, c'est pas bon. On aimerait que l'État nous aide pour nous donner au moins du transport pour qu'on puisse transporter les marchandises pour pouvoir partir. On n'a pas l'argent. Plus de 3000 box ont été recensés. Les ferrailleurs d'Adjamé s'interrogent sur le coût des magasins de la nouvelle Casse de Ndotré. Ce que je demande à l'État, ils n'ont qu'à nous donner le magasin à un prix favorable pour ne pas qu'on va se retrouver demain dans la rue parce que si on ne pourrait pas payer les magasins, ça serait compliqué. Sur le nouveau site, les travaux avancent. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME s'y est rendu pour le constater. C'est une casse qui se veut moderne, en tout cas par rapport à celle sur laquelle ils sont installés qui est précaire. Ici, il y aura toutes les commodités pour accueillir la casse. Donc nous construisons des box qui sont plus grands que ceux qui les accueillent actuellement. Jean-Louis Billon s'est voulu rassurant sur les mesures prises par le gouvernement pour favoriser l'installation des artisans d'Adjamé à Abobo. On a déjà vu avec les différents présidents de la casse pour prévoir une enveloppe pour ce déménagement. Donc c'est effectivement prévu, il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Nous allons déjà terminer les travaux, évaluer avant de fixer les loyers. Selon les prévisions, plus de 2000 magasins devraient être disponibles à compter du 15 décembre prochain pour accueillir la première vague d'artisans à la nouvelle Casse d'Abobo Ndotré. Le ministre Jean-Louis Billon demande aux entrepreneurs d'accélérer les travaux pour rendre la nouvelle Casse de Ndotré fonctionnelle dans 11 jours. Le ministère des Eaux et Forêts et l'agence de coopération allemande GIZ ont mis à la disposition des établissements scolaires des départements de Soubré et Guiglo des milliers de plants forestiers. Ils invitent ces élèves à reboiser pour restaurer la forêt dans le département. Thérèse Tapé-Yoboy. Ce sont 9 parcelles d'une superficie totale de 22 hectares et 4 pépinières forestières d'une capacité totale de 115 000 plants qui ont été remis aux différents comités de gestion des établissements scolaires des départements de Soubré, Méagui, Guiglo et Taï. Ces projets sont entièrement financés par la coopération allemande à travers la GIZ. L'objectif, c'est d'aider le gouvernement ivoirien à restaurer son couvert fortement dégradé. Et on s'est dit, si on a du matériel végétal de qualité, avec une grande diversité, on peut essayer de reconstituer le couvert forestier ivoirien. La cérémonie de réception des plants
a été présidée par l'inspecteur technique, au colonel Anatole Kwasi Yao, représentant le ministre des Eaux et Forêts. Le chef du projet, une école 5 hectares de forêt, le commandant Apata Yavo, a saisi cette occasion pour lancer un appel citoyen à tous les partenaires de la Côte d'Ivoire et à toutes les entreprises afin qu'ils s'impliquent pleinement dans ce projet dont la finalité est de mobiliser 1200 écoles pour réaliser 6000 hectares de reboisement en milieu scolaire. À travers ce partenariat, nous voulons que la responsabilité sociétale des entreprises ivoiriennes soit engagée afin que chacun prenne sa part dans ce processus pour redorer le blason de la reconstitution du couvert forestier ivoirien. Les directeurs régionaux de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Sobré et de Guiglo, dont les écoles sont les bénéficiaires de ces parcelles et de ces pépinières, ont marqué leur engagement total pour la réussite de ce projet important pour l'école en Côte d'Ivoire. La direction du foncier rural fait le bilan de ses activités à mi-parcours. Elle a expliqué au public l'enjeu de son projet dénommé « Projet de sécurisation du foncier rural ». On en sait plus avec Abou Sanogo. À 3 mois de sa clôture, l'opération de sécurisation du foncier rural dans les zones d'Agboville, à Bengourou, à Nibilekrou, Daloua et tout le peuple piétine. Le taux de réalisation est de 14% pour la délimitation des territoires de village et 34% pour les parcelles individuelles. L'objectif au départ du projet le 22 août 2013 était de délimiter 136 territoires de village et de délivrer des certificats fonciers sur une superficie cumulée de 28 000 hectares. Afin de booster l'opération, la direction du foncier rural a réuni toutes les parties prenantes. L'atelier a identifié comme facteur de contre-performance l'ignorance des populations par rapport à la loi sur le foncier rural, la faible implication des acteurs, des problèmes techniques, le retard dans le versement des appuis financiers. Le directeur du foncier rural, Delbé Zirignon, a demandé une forte implication des acteurs et une sensibilisation plus accrue des populations pour la réussite du projet au 22 février 2015. Ce sera, selon le directeur, une source de motivation pour l'Union européenne qui a financé le projet à hauteur de 1,3 milliard de francs CFA à accompagner la phase nationale de sécurisation du foncier rural. Le directoire du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, de nouveau réuni après 3 années d'inactivité pour préparer les échéances électorales, le nouveau directoire du RHDP a été présenté. C'était en présence de notre reporter Sidonie Davila. Après 3 années de pause, le directoire du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, veut repartir de plus belle. Selon le directoire, les nouveaux défis qui attendent, le RHDP appelle les oufouettistes à des changements majeurs dans la représentation des partis politiques composant l'Alliance. Dorénavant, il y a un texte, un règlement intérieur qui définit très bien les fonctions, l'organisation. Donc nous avons un bureau dans le directoire, c'est qu'il y a une innovation et un secrétariat technique qui assiste le directoire et des commissions. Avec un objectif commun, celui de soutenir la candidature du président Alassane Ouattara pour la présidentielle de 2015, la contribution effective de l'Alliance des oufouettistes s'avère importante. L'une des missions politiques les plus importantes, c'est nous attaquer à la réélection du président de la République. Dès que les coordinations locales seront mises en place, que la machine du directoire sera révélée, la mission politique, c'est, disons, l'atteinte de cet objectif. Ensemble, main dans la main. Toutes les instances, tous les membres au grand complet, 104, sont réunis pour pouvoir relancer la machine. Désormais, le RHDP est vraiment debout. En 2010, quand nous arrivions, nous sommes arrivés comme alliés du RHDP. Nous sommes donc désormais membres à la part entière donc, du RHDP. Nous sommes pleinement d'accord, en phase avec les résolutions qui ont été prises ici. Aujourd'hui, l'actualité nous oblige à nous remettre au travail. Il est important que nous nous retrouvions pour aborder le terrain avec une stratégie bien élaborée. Une stratégie qui commence par l'installation des coordinations locales sur toute l'étendue du territoire pour le rayonnement du RHDP, comme l'a annoncé le président du directoire, Maurice Kakoudi Kikawi.
Et en sport à présent, on connaît désormais les adversaires de la Côte d'Ivoire pour le mondial de football féminin. Les éléphantes sont logées dans la poule B avec la Norvège, la Thaïlande et l'Allemagne. Le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui au Canada, pays qui abritera la compétition en juin 2015. C'est l'une des plus grandes voix du jazz ivoirien et vous la connaissez certainement. Santé Iol, chanteuse, auteure-compositeur, interprète, est aussi fondatrice du premier centre de formation artistique pour non-voyants en Afrique. Pourquoi un centre artistique pour non-voyants? Comment des non-voyants apprennent-ils à chanter, à danser, à faire du théâtre, bref, à être de véritables artistes et à s'intégrer ainsi dans la vie active? Santé Iol, notre invitée de la page culture, est avec nous et elle nous répondra. Bonsoir Santé. Bonsoir Marie-Laure. Alors, en 2 phrases rapidement, dites-nous les raisons qui vous ont poussé à créer ce centre artistique de non-voyants. Ah, Marie-Laure, c'est une colle. Non, pas du tout. En 2 phrases, c'est tout simplement que j'ai eu l'intime conviction qu'une nouvelle génération d'artistes africains devait naître. Et je me suis rendu compte des capacités et du potentiel des personnes en situation de handicap visuel. Alors pour une telle aventure, vous étiez seul au départ, vous l'avez dit. Comment êtes-vous arrivé à concrétiser ce projet aujourd'hui? Pour réaliser un projet, on n'est jamais seul. On a 2-3 amis qu'on réunit. Il y a un qui vous cite, 2 vous disent on part, on s'en va. J'ai eu... Et vous, dans votre cas? Mais j'ai eu 2-3 amis qui vous ont accompagné. Qui m'ont accompagné dès le départ. Qui m'ont dit, pour un tel projet, il faut aussi des moyens financiers. Ah non, il faut d'abord avoir un cœur et un cerveau, le reste... Mais il faut aussi des moyens financiers, Santé, parce que ce centre-là doit survivre, doit vivre. Comment vous faites? D'où tirez-vous vos ressources? Les ressources me viennent, vous avez dit au départ que je suis une artiste et c'est le revenu de mes différentes prestations qui jusqu'à présent soutient notre programme. Alors nous allons découvrir ce centre que vous avez créé avec nos reporters. Ce sont les handicapés visuels du centre artistique Zoé. Leur slogan, perdre la vue, ce n'est pas perdre la vie. Malgré leur handicap, ces aveugles ambitionnent devenir des stars de la musique internationale, à l'instar de Stevie Wonder, de Ray Charles ou même de Amadou et Mariam Bakayoko, le couple musicien malien. Toute personne non-voyante a une petite notion de la musique. Malgré mon handicap et avec les cours qui sont donnés ici, moi je compte devenir un professeur de musique international. La guitare, le piano, la batterie ou même la percussion n'ont aucun secret pour ces passionnés du 7e art. Nous, c'est la compagnie 4216. Une compagnie composée de personnes en situation de handicap. Nous évoluons 2 à 2. Nous sommes unis comme les 6 doigts de la main. Nous avons tous le 6e sens. Nous apprécions le 7e art. Tout là, nous sommes toujours prêts à dire oui. Pour la plupart, étudiants ou ayant le niveau bac, ils sont environ une vingtaine dans ce centre. Leur apprentissage se fait d'une manière particulière. Nous utilisons le braille, qui est une technique à eux. Donc pour les pas de danse, des fois, il faut bien qu'il ne pas tout toucher. Des fois, il y a des pas que nous formatons et que nous mettons sur partition. Et quand on leur décrit, à travers l'image de la partition que nous demandons, ils savent de quoi il s'agit. Si je vous prends par exemple, on est à midi, ils savent ce que ça veut dire. Pour ceux qui n'ont jamais vu les pas de danse qui ont déjà été exécutés, on touche le metteur en scène, le chorégraphe, il exécute les pas et nous, on essaie de le toucher pour pouvoir reproduire les différents pas. Pour ces pensionnaires, le centre entend changer le regard de la société sur les personnes non-voyantes qui, au-delà de leur handicap, peuvent apporter du renouveau à l'art en Afrique et dans le monde. Chaque enfant ici devienne un exemple, un modèle, un Didier Drogba, un Assalfo, et qui part par tout le monde enseigner et faire comprendre aux autres que perdre la vue n'est pas perdre la vie. Donc si j'ai perdu la vue, je peux apporter. Délaissés pour certains par leur famille, d'autres rattrapés par leur passion, c'est par la danse et le chant que tous ont retrouvé la joie de vivre. Expliquez-nous, Santé, comment par là on peut retrouver la vie même en ayant perdu la vue?
Mais est-ce que pour créer, on a besoin d'avoir des yeux? Nous, on veut savoir. Pour des non-voyants, vous tenez à faire d'eux des artistes. Pour vous, c'est une manière de les intégrer dans la vie active aussi facilement. Expliquez-nous, on veut comprendre. Mais le plus important dans la vie, c'est de pouvoir se réaliser. Déjà, au travers de l'art, ils s'épanouissent, ils sont réhabilités. Lorsque vous êtes, l'art mène à tout. Ce que nous proposons, c'est une voie de réinsertion, une voie de sortie de l'isolement dans lequel ils vivent, compte tenu du handicap dont ils sont porteurs. On veut comprendre pour un non-voyant ou un malvoyant. Vous m'avez dit de ne pas dire qu'ils sont handicapés. Rapidement, j'ouvre cette fenêtre, faites-nous la différence. Non, mais là, je n'ai pas la possibilité de vous pousser. Vous vous souvenez de ce que j'ai fait la dernière fois? Être handicapé, c'est que vous avez un obstacle devant vous. Nous refusons de croire qu'ils ont un obstacle devant eux. L'obstacle est... Pour vous, le fait de ne pas voir n'est pas un obstacle? N'est pas un obstacle à la réussite. Pour réussir, si vous avez un tout petit peu de foi, vous avez du courage, vous avez un cœur qui bat et un cerveau pour réfléchir, vous pouvez arriver à tout. Alors, il n'y a pas d'obstacle santé. Alors, pour ces non-voyants, ils ne voient pas comme moi, comme vous. Comment vous leur apprenez à chanter? Comment ils arrivent à chanter? Comment ils arrivent à jouer au piano? Ils arrivent à jouer au piano parce qu'ils apprennent les notes de musique. Pour chanter, il faut déjà que vous puissiez écouter. Lorsque vous avez la possibilité d'écouter, ça n'a pas besoin, la vue n'est pas importante pour cela. Il est même prouvé que lorsque vous peignez, vous n'avez pas besoin de voir. Il faut que vous ressentiez dans votre cœur ce que vous devez exprimer. Vous leur apprenez plusieurs disciplines? Oui, je suis soutenue par des bénévoles, des professeurs. À part les chants, à part les danses que j'ai citées, ils font du théâtre, ils ont également des cours de développement personnel. C'est des histoires qu'ils interprètent. Expliquez-nous, on veut comprendre. Mais nous écrivons des histoires qu'on met en scène, des situations de la vie, des récits, des contes, et nous les mettons en scène avec eux comme tout autre artiste ou acteurs que vous avez à votre disposition. Ils apprennent à camper des personnages qu'ils représentent. Et là, juste derrière vous, on a deux pensionnaires du centre Zoé. Ils savent chanter parce qu'ils ont appris à chanter. Ils savent chanter. Est-ce qu'ils peuvent chanter un peu? Oh mon Dieu, cette femme. On peut la présenter rapidement, voilà, et puis ils vont chanter quelque chose. Enoch, qu'on a vu déjà dans le reportage, il est en 3e année de licence musique à l'INSAC. Juste à côté de lui, la jeune fille s'appelle Ngesantano Nadej. Elle entre en 1re année de licence à l'EFAC, à l'école de formation à l'action culturelle de l'INSAC, que je tiens à remercier au passage pour tous les efforts qu'ils font pour l'intégration des artistes différents. Donc avant qu'ils ne chantent, c'est-à-dire que même étant dans le centre, ils ont la possibilité d'aller à l'école, c'est-à-dire? Oui, ils ont la possibilité. S'ils en ont la volonté, nous avons la possibilité de les aider à s'inscrire, à suivre un cursus scolaire normal. On va vérifier maintenant ce que vous avez dit. Qu'est-ce qu'ils apprennent? On va voir avec quelque chose qu'ils vont fredonner maintenant. Peut-être avec vous aussi, santé. Rapidement, quelques secondes. Pamale ya wolo pamale ya si solo pamale ya wolo pamale ya si solo pamale ya si solo pamale ya si solo pamale ya wolo pamale ya si solo. Et avec eux, donc santé, on va vous acclamer. On va faire un tour, je pense, dans ce centre Zoé. Alors santé, vous ambitionnez créer, parce que c'est déjà fait, un orchestre avec tous ces non-voyants. Ils sont au nombre de combien? Nous avons une vingtaine. Une vingtaine. Et vous entendez créer un orchestre? Mais ils sont déjà en orchestre, ils travaillent avec des instruments africains et nous travaillons avec des instruments modernes. D'accord. Très rapidement, santé, vous savez, les personnes en situation de handicap parlent très souvent de leur difficulté à s'insérer dans la vie active. Vous qui les côtoyez depuis des années, qu'en dites-vous? Oh, je pense qu'on a oublié de regarder l'autre. Ils sont comme tout le monde. Le seul point, c'est qu'ils sont porteurs d'un handicap apparent. Nous en avons tous au quotidien. Ils sont comme tout le monde. Comment dites que nous en avons tous au quotidien? Moi, je ne sais pas, peut-être vous avez peur du noir. C'est un handicap. D'accord.
Peut-être que vous avez d'autres personnes n'arrivent pas, ils sont timides, c'est un handicap. Vous n'arrivez pas à vous exprimer. Vous bégayez. Donc pour vous, il faut changer le regard. Le regard que nous avons, le regard de la société sur eux doit changer parce qu'ils ont leur part à apporter. Autrement, qu'en serait-il de leur apport à la société? Alors quelles sont les propositions que vous faites? Nous croyons que les arts, ils devraient être accompagnés pour faciliter leur réinsertion, faciliter leur épanouissement déjà personnel, leur permettre d'être un peu plus promus. L'ouverture, l'accès à la culture est très difficile pour eux parce que nous ne faisons pas des marches, nous ne prévoyons pas d'avoir un auditoire en situation de handicap, dont ils ne peuvent pas avoir accès à tout ce qui est artistique, ce qui est bien dommage. Ils ne lisent pas beaucoup, ils ont des problèmes de vocabulaire pour ça. Et nous ne nous approchons pas d'eux. Vous avez besoin de moyens, même si vous dites que par ce que vous faites, vous arrivez à vous occuper de ce centre, il y a des moyens qu'il faut. Nous avons besoin de moyens, Marie-Laure. Nous avons besoin de moyens financiers, nous avons besoin de matériel, nous avons surtout besoin d'un espace un peu plus grand parce que la demande est grande. Vous avez dit tout à l'heure que nous avons fondé le premier centre de formation artistique pour non-voyants d'Afrique, c'est-à-dire que nous avons des demandes de la sous-région et de toutes parts sur le continent. Mais je pense que l'État est avec vous et l'État vous soutient. Merci beaucoup, Santé, en tout cas, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Et merci également à nos pensionnaires du Centre Zoé qui nous ont gratifié de leur très belle voix. Merci beaucoup, Santé. Merci beaucoup. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention. Notez qu'aucune situation de handicap, vous l'avez entendu, ne doit nous freiner dans notre élan, nos ambitions. Quand on est déterminé, on obtient toujours d'excellents résultats. Bonne soirée sur RTI1 à 23h. Retrouvez Hamza Diaby pour le dernier journal.